Ce film est destiné à tout médecin en formation ou confirmé, désireux devant une épaule douloureuse non traumatique et non aiguë, de s'approprier toutes les techniques d'examen approfondies et programmées, permettant, si besoin est, d'ouvrir la voie à une prise en charge manuelle immédiate. Cet examen doit permettre en effet d'intégrer l'essentiel des dysfonctionnements du complexe cervico-scapulo-thoracique. Après une anamnèse aussi complète que possible, destinée à préciser le contexte dans lequel s'intègrent les douleurs du patient, nous allons directement passer à l'inspection, d'une part pour apprécier les principaux reliefs osseux, en particulier les acromioclaviculaires et les deux sternoclaviculaires, mais également l'appréciation de la trophicité des fosses épineuses, en particulier la fosse supra et la fosse infra-épineuse. Il y aura aussi nécessité d'examiner la peau à la recherche en particulier d'éruptions et notamment d'une éruption zostérienne. La vue plongeante au-dessus du malade permet d'apprécier immédiatement une asymétrie dans le galbe des épaules, à la recherche en particulier d'un épanchement intra-articulaire. L'étude de la mobilité passive de l'épaule, lorsqu'elle met en évidence une limitation nette et multidirectionnelle des mouvements, doit conduire à la réalisation d'examens radiographiques avant toute intervention thérapeutique, à la recherche de lésions ostéo-articulaires. Le patient réalise ensuite des mouvements actifs aussi amples que possible afin de détecter un dysfonctionnement homo- et ou scapulothoracique significatif, bien noté dans le dossier, afin de contrôler le résultat des thérapies mises en jeu au fil des séances de contrôle clinique. L'on passera ensuite à la recherche d'une sensibilité à la pression des articulations facilement abordables, ici l'acromioclaviculaire, mais également la sternoclaviculaire. Suivra l'étude des réflexes ostéotendineux, ici le stylo-radial pour C6, le tricipital pour C7, le bicipital pour C5, ces trois racines étant principalement intéressées dans les processus douloureux de l'épaule d'origine neurologique. La recherche d'un déficit sensitif superficiel est évidemment essentielle afin de déterminer, si nécessaire, le caractère radiculaire, atteinte C5 à C8, ou tronculaire, atteinte du radial, du médian ou du cubital. L'examen neuromoteur du membre supérieur va procéder selon une logique radiculaire, en débutant par le deltoïde et le supraépineux pour la racine C5, le biceps brachial que l'on voit ici, mais également le long supinateur pour C6, le triceps par le testing de l'extenseur de l'avant-bras sur le bras pour C7, ainsi que les rotateurs externes de l'humérus, le coude étant bien collé au corps, qui teste également C7. Un déficit par sidération réflexe se dépistera grâce au testing répété, 6 secondes à 3 reprises avec des pauses brèves, ici la rotation externe du bras testant infraépineux et petit rond. L'on teste ensuite les extenseurs du carpe pour la racine C6-C7 et le nerf radial, puis les palmaires pour la racine C7-C8 ou le nerf médian. Le test des interosseux permet d'évaluer la racine C8 et de la même façon par le test de Wartenberg pour C8 ou le nerf cubital. L'étude de la mobilité de l'épaule débute par la manœuvre de l'armée à la recherche d'une instabilité homo-humérale, mais également par la manœuvre en adduction dont la limitation mettrait en évidence un dysfonctionnement acromioclaviculaire et ou sternoclaviculaire. Un test de provocation d'une instabilité antérieure de l'épaule plus progressif et mesuré s'effectue en décubitus dorsal. L'épaule est positionnée juste en dehors de la table d'examen, le bras à 90 degrés d'abduction, le coude à 90 degrés de flexion. On laisse basculer le bras en bas en l'accompagnant. Dès l'impression de subluxation, le mouvement est stoppé et l'on procède à une manœuvre de recentrage
de la tête humérale, relocation. La disparition de l'inconfort confirme alors la tendance subluxante antérieure de la tête humérale. L'étude des mouvements passifs en antépulsion et abduction recherche l'existence d'un arc douloureux évocateur d'une irritation de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Nous voyons ici la manœuvre test du long biceps de façon comparative. Voici le supraépineux avec ses insertions justifiant parfaitement son rôle d'abducteur de l'humérus. Et ici l'infraépineux en haut, le petit rond au-dessous, tous deux rotateurs externes de l'humérus. Pour tous les muscles, ici les rotateurs externes de l'humérus, le testing actif contrarié est répété 3 fois 6 secondes. Sur cette vue antérieure, l'on figure le trajet du subscapulaire, muscle rotateur interne de l'humérus. Voici la fonction rotatrice humérale interne du subscapulaire, naturelle d'abord, puis contre-résistance. Un testing plus accessible du muscle subscapulaire par une rotation interne contrariée et le press belly test. Le test comprend une pression de la main du patient contre la main du praticien qui en apprécie la résistance et en cas de bon tonus du muscle, le coude se met en antépulsion. Voici le test de Job dans le plan de la scapula, les pouces en bas vus sous deux plans. Il teste préférentiellement le muscle supraépineux. Dans le cadre de la recherche d'un syndrome celluloténomialgique, on palpe d'abord les trapèzes de façon comparative, puis les angulaires d'omoplate, avec leurs deux faisceaux supérieurs et inférieurs ici. L'on s'attache également à étudier soigneusement et de façon comparative les deux plans musculaires des muscles rhomboïdes. Une manœuvre d'abaissement active de l'omoplate permet de sensibiliser la technique. La palpation en avant des muscles scalènes est importante, le scalène antérieur en particulier, et le scalène postérieur qui descend très très bas vers le col de la deuxième côte. L'on recherche ensuite une contracture plus ou moins douloureuse du sternocléidomastoïdien avec une rotation opposée modérée et contrariée qui sensibilise cette technique. L'on doit rechercher des cordons contracturés et douloureux au sein du grand pectoral, innervation C8-T1, leur présence tenace jouant un rôle de décentrage homo-huméral. L'étape clinique suivante est consacrée à la recherche d'un syndrome cellulalgique qui authentifierait une irritation d'une branche rachidienne cervicale antérieure. Celle-ci est mise en évidence par la manœuvre du palpé roulé, comparatif entre droite et gauche, en partant de la pointe de l'omoplate, topographie C7 à T2, et en remontant jusqu'au creux susclaviculaire, topographie C4. Une cellulalgie pectorale à disposition verticale à l'aplomb du milieu de la clavicule signe une irritation C4. Une disposition horizontale supramamelonnaire correspond à une irritation C8 à T2. L'examen cutané se poursuit sur l'ensemble du membre supérieur à la recherche d'une bande cellulalgique systématisée. Ici, nous sommes en C6 et nous descendons jusqu'à la styloradiale. Ici, nous sommes en C8 depuis la région de l'épicondyle médial jusqu'au poignet. Une hypersensibilité de l'épicondyle latéral est retrouvée en cas d'irritation C6 et de l'épicondyle médial en cas d'irritation C8, ceci dans le cadre de la périostalgie du syndrome cellulo-téno-périostomyalgique. L'examen du rachis commence par une appréciation globale des mobilités dans les 6 grandes inflexions que sont la flexion, l'extension, les rotations, les 2 inflexions latérales, et nous attachons beaucoup d'importance à la combinaison de l'extension avec la rotation qui est beaucoup plus sensibilisatrice. La localisation segmentaire de la souffrance vertébrale se traduit par une sensibilité et une tension anormale des articulaires postérieurs. Cette recherche s'effectue par une pression modérée de la pulpe du médius qui s'attarde en va-et-vient sur les téguments depuis C2-C3 jusqu'à T1-T2.
L'on peut apprécier cette sensibilité le patient étant en décubitus dorsal. Cette position favorise la recherche d'une sensibilité anormale des attaches musculaires sous-occipitales, essentielles à étudier et à traiter dans tous les dysfonctionnements cervicaux. Une main entraînée pourra également apprécier une sensibilité anormale de l'extrémité d'une apophyse transverse et ses insertions musculaires. Il est classique à visée diagnostique et thérapeutique de mobiliser transversalement les différents segments cervicaux, la position des mains permettant la sélection très précise du segment cible. Ici, passage d'un segment moyen à un segment supérieur. À l'issue de cet examen qui n'aura pas duré plus de 7 à 8 minutes tant des mains entraînées, le médecin est capable de préciser si son patient présente une épaule douloureuse neurologique. Depuis le dérangement douloureux intervertébral mineur totalement réversible jusqu'au conflit disco-radiculaire sévère, ou bien d'une atteinte tendineuse isolée, ou d'une pathologie mixte, un dysfonctionnement cervico-thoracique perturbant la dynamique scapulo-thoracique puis humérale et pouvant induire en un deuxième temps une souffrance sous-acromio-coracoïdienne. En cas de perturbation marquée de la fonction scapulo-humérale, le recours rapide à des examens complémentaires simples retrouvera des atteintes ostéo-articulaires sévères ou une capsulite.